Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV, les vraies voix qui font rouler la France à 19h18 sur Sud Radio. On vous attend 0826 300 300 jusqu'à 20h. Nous allons donc débattre avec vous autour de la voiture et de la mobilité avec nos invités. Nos vraies voix que je vous présente tout de suite. Tony Renucci, directeur de l'association Respire. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Tony, bonsoir à vous. Pierre Pernaut est avec nous, ingénieur chez Air Paris. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Et Marc Tessier d'Orgueil, bonsoir. Organisateur des rencontres internationales du véhicule électrique, directeur de l'agence Com Public. J'ai tout bon. D'Orfeuille, pas d'Orgueil. J'ai dit d'Orgueil, pardon, d'Orfeuille, je suis désolé. Marc Tessier d'Orfeuille qui est avec nous. Bonsoir à vous trois. La pollution liée au transport, eh bien, il va en être question ce soir. On va tenter de démêler le vrai du faux. Il faut que tu respires. Les transports qui sont responsables de 29% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Quant à la voiture, elle pollue. Certes, elle pollue moins, mais pollue toujours. Les voitures des particuliers et les poids lourds qui émettent la grande majorité du CO2. Alors, avant toute chose, un petit rappel. Quelle est la différence, pour tous ceux qui nous écoutent, entre CO2, particules fines, gaz à effet de serre? Tiens, Pierre Pernaut, ingénieur chez Air Paris, va peut-être vous poser la question. Alors, le CO2, expliquez-nous un petit peu, expliquez à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui s'en mêlent les pinceaux parfois. Alors, le CO2, c'est un polluant de la planète. Il pollue le climat. Ouais. Il cause le réchauffement climatique. Et les particules fines, les oxydes d'azote, l'ozone, c'est des polluants de la santé. Ils ont un effet direct sur notre santé. Très bien. Alors, vous confirmez, Tony? Bon, très bien. Marc aussi. Oui, tout à fait. Il a tout. Un sujet mondial et un sujet des villes. C'est deux sujets différents. Exactement. Alors, vous nous confirmez que c'est bien la voiture qui est responsable de la grande majorité de la pollution? Allez, pour moi aussi. Alors, vous allez pour vous aussi. En fait, Tony Renucci et Marc Tessier d'Orfeuille juste après. Ça dépend des polluants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les transports routiers, notamment en zone urbaine, contribuent fortement à la pollution. C'est le premier contributeur à Paris pour les oxydes d'azote, c'est le second pour les particules fines, et c'est aussi au bord des axes routiers qu'on trouve pour ces deux polluants les niveaux de pollution les plus importants. Ouais. Après, il faut faire une différence entre les grandes villes et les petites villes, par exemple, parce que j'imagine qu'il y a une plus grande concentration de pollution. Alors, il y a une plus grande concentration d'activité et donc des niveaux de pollution généralement plus importants dans des villes comme Paris, Grenoble, Marseille, Lyon par rapport à d'autres plus petites villes. Bon, Marc Tessier d'Orfeuille, est-ce qu'on peut se flageller et dire que ceux qui conduisent des voitures, les automobilistes, sont responsables de la pollution et donc de la santé des Français? Alors, il y a un Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est vrai. Non, mais il y a un problème de santé dans les villes. Mais bon, le transport, globalement, c'est 27%, comprenant aussi les camions et tout le transport confondu. C'est-à-dire voitures particuliers, poids lourds. Voilà, voitures particuliers, poids lourds. Okay. Après, aujourd'hui, la mobilité, ça reste de la liberté. Ouais. Les gens ont besoin de bouger. Nous, on plaide sur le club des voitures écologiques pour qu'on bouge avec des véhicules qui seront moins polluants demain. Alors, on va en parler, ça fera partie des solutions, on va en parler tout à l'heure. Il y a aujourd'hui des problèmes de santé publique sur lesquels tout le monde doit être responsable. Il y a eu des diminutions d'ailleurs, parce que finalement, la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est aussi le télétravail. C'est pas prendre sa voiture pour aller travailler, mais on peut pas le faire tous les jours. Ouais. Mais je crois qu'une des raisons de la baisse qui a eu lieu, notamment dans les 2 dernières années, peut être aussi une solution. C'est que si on bouge que 2 jours par semaine ou 3 au lieu de 5 pour prendre sa voiture. Vous parlez du télétravail. Ben oui. Oui, mais vous avez raison. Voilà, c'est nouveau. C'est post-Covid. Et ça fera pour moi partie des solutions. C'est une des solutions qui s'est imposée. En tout cas, moi, chez moi, j'ai suggéré le télétravail. Alors, beaucoup prennent plutôt le métro pour venir ici. Quelques-uns prennent la voiture parce qu'ils habitent plus loin. S'ils viennent 2 jours par semaine ou 3, ça fera 2 jours. Et puis en plus, les Français ont pris goût au télétravail. Je pense pas qu'ils vont abandonner de sitôt le télétravail. Alors, il n'y a pas que la voiture, les poids lourds qui polluent. Il y a aussi d'autres sources de pollution. Les transports comme le métro, par exemple, Tony Renucci. Oui, effectivement. Le métro, parlons de Paris, mais aussi du métro, parce que c'est là où il y a le plus de lignes à Paris, mais dans les grandes métropoles, c'est vrai que le métro pollue beaucoup. Oui, alors je vais préciser un peu le propos parce que dire le métro pollue, ça pourrait peut-être entraîner un peu des confusions, mais ce qu'on a remarqué, nous, avec Respire, on a fait 2 rapports sur le sujet, c'est que on constate une forte pollution intérieure au niveau des enceintes ferroviaires, c'est-à-dire dès qu'on est en dessous du sol, au niveau des stations, au niveau des quais, et effectivement dans le métro, et en source d'émission de cette pollution, on a effectivement ce qu'on appelle les poussières de frein qui sont dues au freinage, notamment au contact aussi avec le rail. Et c'est pour ça que nous, l'association Respire, on a porté plainte contre la RATP pour blessure involontaire et tromperie aggravée parce qu'on estime qu'il n'y a pas suffisamment de transparence sur ce sujet et qu'il y a aussi une action insuffisante pour améliorer les choses.
Pareil, j'imagine que la pollution donc dans ces enceintes ferroviaires joue énormément sur la santé. Est-ce que vous avez recensé des cas, par exemple? Est-ce qu'il y a il peut y avoir des cas concrets? Quelles sont les conséquences sur la santé d'une personne qui prend beaucoup le métro, par exemple? Alors, je pense pas qu'on pourrait parler d'une personne qui prend beaucoup le métro, c'est plus les personnes qui sont exposées en continu, qui travaillent, par exemple, notamment les conducteurs, les agents. Et donc là, ce qu'on remarque, et c'est eux-mêmes qui l'ont d'ailleurs dénoncé, puisqu'ils se sont aussi associés à ces plaintes-là, c'est que ils sont beaucoup plus soumis à des maladies de ce qu'on appelle l'appareil circulatoire, donc des maladies aussi respiratoires, et notamment aussi des cas de cancer dans des plus fortes proportions. Après, c'est pas nous qui ferons le lien direct, je dirais, médical par rapport à ça, mais on remarque des conséquences aggravées parmi cette population-là. Alors, vous avez porté plainte contre la RATP et vous nous l'avez dit, vous reprochez à la RATP de ne pas alerter ses usagers. Notamment, j'ai été chercher une réponse de la RATP via un communiqué. La qualité de l'air du réseau souterrain fait l'objet d'un suivi très scrupuleux, tout à fait transparent de la RATP. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ça. La RATP, sous l'impulsion d'Île-de-France Mobilité, mène un plan en ce moment d'action ambitieux pour améliorer la qualité de l'air dans ces espaces. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je peux pas nier qu'ils fassent des choses. Ils ont l'air d'avoir pris le sujet au sérieux, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est leur communication. Oui, Après, bien sûr. Ce qu'on remarquait déjà, c'est qu'au niveau de la mesure de pollution, alors au moment où on avait fait les études, il y avait que 2 stations de mesure. Maintenant, ils sont passés à 4, mais dans un réseau qui reste quand même très dense. Donc, dans tous les cas, ils n'avaient pas vraiment les moyens, en tout cas, de prouver ou qu'on avait tort ou qu'ils avaient raison. Mais tant mieux après s'ils font des choses. On estime par contre que sur la communication, ils n'ont pas été transparents, et sur les mesures à mettre en place, effectivement, je vois qu'ils commencent à annoncer des choses, notamment, je crois, en termes de purification. Je sais pas trop où ils en sont sur les pollutions issues du freinage, mais au départ, leur communication était surtout de dire que nos rapports et nos mesures étaient faux. Donc dans ce cas, qu'ils démontrent qu'ils ont raison et qu'on a tort, et qu'on voit ensuite comment faire avancer le sujet. Marc Tessier-Dorfeuille, on va parler avec vous tout à l'heure des solutions pour lutter contre cette pollution, mais déjà, puisqu'on parle des transports en commun et du métro, on pourrait imaginer une électrification des trains, non ? Pour lutter contre cette pollution? Alors, d'abord, ceux du métro sont électrifiés avec certitude pour cette pollution. Et les trains qui sont encore en diesel, c'est plutôt à la campagne. Donc, je pense que c'est pas tout à fait les mêmes sujets entre 2 villes de campagne. Quand le train est encore au diesel, il faudrait passer à l'électrification. Mais les problèmes de densité sont pas du tout les mêmes que quand on est en souterrain. Là, il n'y a pas de problème. Avec certitude, je parle sous votre contrôle quand même. Mais dans le métro, on est dans l'électrique. D'accord. Bon, c'est plus, vous avez raison, dans les campagnes, par exemple. Dans les campagnes, on passera même au train hydrogène. Et le sujet, c'était des systèmes de freinage. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. En fait, si on veut s'attaquer à la source, c'est vraiment les Alors, donc, quelle serait la solution? Aujourd'hui, il y a des solutions technologiques qui permettent d'améliorer les choses, notamment de mieux capter les particules qui sont émises au niveau du système de freinage. Et après, je pense que c'est aussi des travaux, sûrement aussi de rénovation, et voire aussi d'amélioration de la ventilation dans les stations et dans les espaces souterrains. On parlait de santé, justement. Pierre Pernaut, quel est l'impact de la pollution sur la santé des Français? Alors, juste un chiffre, en Ile-de-France, la pollution, c'est 7900 décès prématurés par an qui pourraient être évités si on respectait les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, pour qu'on soit concret, quoi, par exemple des cancers, par exemple? Alors ça, c'est des décès anticipés, donc c'est qu'un effet sur la mortalité. Donc c'est des effets type cancer, des effets neurologiques, cardiovasculaires bien évidemment aussi. Et puis après, il y a la morbidité, c'est-à-dire les pathologies, les maladies, avec là des cas d'asthme ou des cas de BPCO qui peuvent être liés justement à cette exposition à la pollution de l'air. Il faut aller plus loin parce que vous savez que beaucoup de maires dans les grandes villes ont mis en place des journées sans voiture, par exemple. Il faut aller plus loin. Est-ce que ça peut être une des solutions, ça vous parlez du télétravail, Marc, tout à l'heure. C'est que maintenant on y est avec le télétravail, mais si on met entre parenthèses le télétravail, ça peut être ça une des solutions. Alors, des journées sans voiture ou des journées de voiture alternées, par exemple. En tout cas, il faut continuer l'action publique qui a déjà été mise en place, puisqu'il y a déjà eu des actions qui ont été mises en place et qui ont permis une amélioration de la qualité de l'air, notamment pour les oxydes d'azote et les particules. Ça, c'est un premier point. Et donc, il faut renforcer ces actions. Il faut renforcer aussi l'amélioration du parc roulant avec des véhicules plus modernes qui polluent moins. Faire évoluer les comportements aussi vers des mobilités plus douces. En tout cas, ça, c'est pour la partie transport routier. Puis, il y a pour les autres sources de pollution, notamment le chauffage résidentiel, l'agriculture, où il y a aussi des actions à mener. Ce qui est important, c'est que tous ces gains en termes d'exposition, toutes ces baisses de pollution, il faut bien voir que derrière, c'est une amélioration de la santé.
Bon, on va revenir évidemment dans un instant sur Sud Radio. Quelle solution à la pollution? Quelle solution pour lutter contre la pollution causée par les transports, les mobilités douces, les mobilités électriques, l'hydrogène? On en parle dans quelques minutes avec Marc Tessier-Dorfeuille, avec Tony Renucci et Pierre Pernaut. Restez avec nous. Et vous, évidemment, on vous attend 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France. Avec Mobility TV ce soir, c'est avec Tony Renucci, directeur de l'association Respire, Pierre Pernaut, ingénieur chez Air Paris, Marc Tessier-Dorfeuille, organisateur des rencontres internationales du véhicule électrique. Justement, on va en parler. Quelle solution pour lutter contre la pollution liée, causée par les transports? Alors, la voiture en première ligne, évidemment, qui, il faut le dire, pollue beaucoup, même si elle pollue moins, un petit peu moins depuis quelques années. Alors, il y a plusieurs solutions. Évidemment, la solution, Marc, c'est la mobilité décarbonée. Alors, depuis quelques années, il y a la mobilité douce, les trottinettes électriques, par exemple. Il y a la marche à pied, déjà. Alors, la marche à pied, c'est vrai, oui, vous avez raison. Moins 10 km tous les jours, vous peut-être, mais c'est pas le cas de tout le monde. Dans Paris, c'est plus facile. Mais vous avez raison. Mais alors, c'est vrai il y a le vélo, il y a en effet les trottinettes qui n'existaient pas avant. Donc, tout ça, c'est. Il y a 5 ans, je crois qu'il n'y avait pas de trottinette. Non, il n'y en avait pas. Tout ça a été c'est un vrai phénomène, la trottinette. En mobilité douce. Et après, il y a la voiture. Ceux qui n'ont pas les choix, et nous, on plaide, bien sûr, pour des voitures moins carbonées, plus écologiques, et il y en a de plus en plus. Il y a bien sûr l'électrique, mais on considère que dans les 15 ans qui viennent, il faut rester sur la mixité énergétique, et donc on plaide pour le GPL, le bioéthanol, les hybrides rechargeables, toutes solutions qui permettent déjà, notamment sur les NOx et les particules, d'être extrêmement efficaces et extrêmement intéressantes, particulièrement sur le bioéthanol, le bio-GNV aujourd'hui, et ça c'est le problème de la santé dans les villes. Ouais, alors ça c'est vrai, je vous redonne la parole dans un instant, Marc. Tony, c'est vrai que quand on va passer, alors on n'a pas, c'est vrai que ça nous paraît loin quand même, on parle beaucoup de la voiture électrique, du parc électrique. Allez, disons dans une quinzaine d'années, ça va changer beaucoup de choses. Tony, l'arrivée de cette mobilité décarbonée, bah oui. Oui, tout à fait, mais d'autant plus parce que les voitures électriques n'émettent pas de polluants à l'échappement. Oui. Donc oui, ça va forcément. Bon, après, il y a d'autres polluants, on va en parler. Oui, non, mais ça va grandement améliorer les choses. Après, ce que je trouve intéressant dans sa réponse, c'est qu'il a aussi cité ce qu'on appelait, alors, soit mobilité douce, mobilité active, on a changé un peu le nom, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi la question de l'alternative. Bien dans le micro, Tony. Ouais. Il y a aussi la question de l'alternative, et donc notamment avec la marche, avec la piétonisation, avec le vélo, ce qu'on appelle la micromobilité avec les trottinettes, les transports en commun. Et ça, il faut pas oublier que le but, c'est aussi quand même de sortir d'une dépendance à la voiture thermique et aussi à la voiture individuelle. Ouais, alors Marc Tessier-Dorfeuille, c'est vrai que on parle beaucoup de voitures électriques, mais c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que ça aussi, c'est pas une des solutions, c'est d'être beaucoup moins dépendant à notre voiture dans les grandes villes, évidemment. Oui, dans les grandes villes, parce que je l'ai toujours dit de s'en passer le plus possible. À mes amis du Cantal et de l'Auvergne. Pour aller à Clermont, il y a beaucoup de gens qui doivent prendre leur voiture avant de prendre le tramway. Ouais. À Paris, on est hyper gâtés. Ouais. Pas de souci, on a les bus. Et donc, il y a des villes, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il y a beaucoup d'endroits où, avant d'arriver au transport en commun, on a besoin d'autre choix que la voiture. Ouais. Ça, c'est une certitude. Et on ne doit pas simplement penser grande ville, même si la pollution et la concentration est dans les grandes villes. Donc, on doit faire des efforts qui sont bien évidemment indispensables. Mais il y a beaucoup de Français qui, pour aller travailler, doivent prendre leur voiture tous les matins. Pour ceux qui ne sont pas obligés de prendre la voiture, mais qui le font quand même, qu'est-ce que vous leur dites? Il en va de votre responsabilité Alors d'abord, il y a des nouveautés et ça marche mieux. C'est-à-dire que la voiture tout seul, franchement, c'est pas génial. La voiture à 4, c'est quand même mieux. Le covoiturage. Le covoiturage, ça c'est possible. Et donc, ça doit être encouragé par les entreprises ou individuellement. Après, si on n'a pas besoin de la prendre parce qu'il y a le métro à côté de chez soi, c'est ridicule. Donc, on a aujourd'hui, en tout cas en Ile-de-France, dans Paris, vraiment, alors sauf exception, quand on a besoin d'emmener les enfants, quand on a besoin de faire des courses, on a encore besoin de voitures à Paris. Mais par contre, j'insiste beaucoup là-dessus, il y a plein de gens qui n'ont pas le choix. Et eux, il faut les aider demain à avoir des primes à la reconversion, je disais tout à l'heure. Pas que vers l'électrique, parce qu'aujourd'hui, les plus pauvres n'ont pas le moyen de se payer une voiture neuve électrique. Donc nous poussons avec le club en amont des présidentielles à ce qu'on fasse la prime à la conversion, de passer d'un diesel qu'on met à la casse
à un véhicule essence pour le même prix, à 3 000 €. Et à ce moment-là, la conversion, l'État va financer le kit bioéthanol ou GPL pour rouler moins cher. On répond au problème des gilets jaunes. Ça, c'est à court terme. Ça, c'est pour les 15 années qui viennent. Le court terme, il y a quand même aujourd'hui la nécessité de trouver des solutions tout de suite dans les 15 ans qui viennent. Quand il y aura plein de voitures d'occasion électriques pour 3 000 €, tant mieux, les gens pourront se les payer. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc aujourd'hui, il faut quand même accompagner cette transition, surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on voit de l'essence à Paris à 2,22 le litre. Ouais, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai que quand on questionne les Français sur le tout électrique, pour eux, ça leur paraît, c'est comme quand on leur dit qu'il y aura des voitures volantes d'ici 20 ans. Ça leur paraît extrêmement abstrait parce que ils ne peuvent pas se payer de voitures électriques qui valent aujourd'hui entre 15 000 et 20 000 €. Est-ce que vous pensez que un jour ce sera une vraie réalité? On roulera au tout électrique et on pourra se payer une voiture électrique? Le tout électrique, pour moi, c'est pas pour tout de suite. Après, il y en a aujourd'hui qui considèrent, il y a des recherches, on les a vues à Alès, des gens qui pensent qu'on pourra faire du moteur thermique hydrogène sécure. Et donc, finalement, peut-être que des ingénieurs trouveront une nouvelle durée de vie pour le moteur dit thermique, mais sans émissions de particules. Donc, laissons aussi le soin à nos chercheurs, à nos industriels de trouver des solutions. Le tout électrique, c'est en effet pas pour tout de suite. Et en attendant, il faut trouver des solutions alternatives et aider les Français à pouvoir rouler moins cher. C'est pas moi qui ai décidé que le GPL ou le bioéthanol était à 0,67 centimes ou 0,85. On a un problème de pouvoir d'achat aujourd'hui. Il faut aussi régler ce problème immédiatement parce que pour l'instant, il n'y a pas les solutions. Est-ce que c'est aussi le rôle du gouvernement? C'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup. En tout cas, ces 5 dernières années, on n'a pas beaucoup entendu le gouvernement en ce qui concerne la voiture, à part la crise des gilets jaunes et les 80 km/h, même s'ils sont revenus dessus, on l'a pas beaucoup entendu sur cette transition et l'aide à cette transition pour aider les Français. Il faudrait qu'un gouvernement aujourd'hui ait le courage de dire on fonce sur la mixité énergétique, on trouve des solutions pour les plus pauvres, on invite et on finance les kits bioéthanol ou GPL pour passer du diesel à l'essence pendant cette période, bien sûr ceux qui peuvent prendre l'électrique, et puis il y a quelque chose de nouveau, ça s'appelle le rétrofit. C'est-à-dire que légalement demain, on peut avoir sa vieille voiture diesel qu'on adore, qu'on n'a pas envie de jeter, et on change le moteur. On met un moteur électrique. Il y a des industriels qui vont se lancer là-dedans, on pourra le faire localement, et donc redonner notamment à des voitures anciennes la possibilité de continuer de rouler. Si on enlève le moteur diesel, on le met dans un musée, parce que ça sera un jour un musée de voir des vieux moteurs comme ça, et on roule en électrique. On vous pose la question, vous intervenez, vous donnez des conseils, vous suggérez aux autorités. Nous, là, on est en élection présidentielle et le club, le club écrit à tous les candidats. On est sollicité pour être auditionné. Vous avez des réponses ou pas? Oui, bien sûr. Bon. Des candidats à la présidentielle. Des équipes des candidats qui ont besoin de se nourrir du marché, des débats, des think tanks comme les nôtres, pour essayer de trouver des nouvelles solutions. Et nous, vraiment, on demande à ce que cette idée de pouvoir avoir une prime à la conversion de véhicules d'occasion pour mettre à la casse un diesel, passer en essence et avoir du bioéthanol ou du GPL fasse partie des solutions proposées pour au moins le quinquennat qui vient ou les 10 prochaines années. Parce qu'en effet, même avec les primes à 10 000 €, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. Il faut appeler Pierre Pernaut, c'est une question de santé publique aussi, la transition au tout électrique? Alors, quand on dit qu'il y a urgence, c'est aussi une question de santé publique. Il y a urgence. Il faut rappeler que les particules issues des moteurs diesel sont classées cancérigènes. Ceux issus des moteurs essence sont classés probablement cancérigènes par le CIRC. Donc, comme le disait Tony Rinucci, si on enlève déjà toute la partie combustion, échappement, c'est déjà un gain. Après, on n'est pas au bout de la question, on n'est pas au bout du problème, parce qu'il y a toute une partie abrasion, c'est-à-dire les particules issues des freins, des pneus et de la route qui restent émises par ces voitures électriques. Et puis après, il y a un problème plus global, mais là qui touche pas la question de la qualité de l'air en ville, qui est comment on produit ces véhicules, notamment les batteries, et comment aussi on produit l'électricité pour pouvoir alimenter ces véhicules. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de solution miracle, qu'il y a un besoin d'accompagner ces changements, qu'il y a un besoin aussi de mettre des cadres réglementaires pour que ces changements aient lieu, et qu'il y a un besoin aussi de faire du changement de comportement. Et on en revient notamment à la question de faire évoluer les mobilités pour pas avoir un recours forcément à un véhicule, que ça soit une voiture individuelle, thermique ou électrique, pour des déplacements courts par exemple, et encore plus à une seule personne. On parle de la voiture évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que la voiture qui pollue, il y a aussi par exemple les transports comme les trains, en souterrain. On parlait de la RATP et du métro avec vous, Tony. Il n'y a pas qu'à Paris, pour sortir un petit peu de Paris. Il y a Londres, une étude du Financial Times sur le fameux tube londonien, le métro
métro londonien qui montre que les lignes de métro les plus récentes étaient les plus polluées. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces lignes sont les plus profondément enterrées. Là aussi, quelle solution on pourrait imaginer, Tony et Marc Tessier d'Orfeuille, pour lutter contre ces pollutions liées à ces transports-là? Alors après, je suis pas le spécialiste du métro londonien pour le coup, mais j'imagine que les causes doivent être à peu près similaires. Alors, je connais pas l'état des freins sur ce métro-là, surtout si vous dites que c'est parmi les plus récents, c'est ça? Donc, je sais pas parce qu'ils sont les plus souterrains en fait, c'est pour ça. D'accord. Ils ont plus creusé. Ouais. Mais je pense que finalement la réflexion c'est toujours la même. Comment est-ce qu'on s'attaque directement à la source d'émissions? Et sûrement qu'une des solutions, ça peut aussi passer par la question, parce que je vois un peu le métro londonien quand même, comme on le sait, effectivement c'est très profond. Enfin, comment est-ce qu'on peut jouer notamment sur l'aspect de la ventilation et de la purification? Après, je saurais pas parler sur les systèmes de freinage ou je connais pas techniquement le sujet sur le métro londonien. Ouais. Bon, ils peuvent investir dans des purificateurs d'air. Hein. Il y a par exemple. Ça c'est vrai. On en a un nous dans le studio à cause du Covid, on en a un. Ouais. Alors sur ce sujet, il y a des expérimentations. Alors, Pierre Pernaut. Donc sur ce sujet, il y a des expérimentations en cours avec la RATP, avec la SNCF, avec Île-de-France Mobilité, qui visent à évaluer finalement si des systèmes d'épurateurs sur des stations de métro apportent quelque chose en termes de gain de qualité de l'air. Il n'y a pas ça en ce moment dans les souterrains? Alors il y a aucun endroit il y a des purificateurs d'air? Comme je vous le disais, il y a eu des expérimentations qui sont en cours et les résultats devraient être publics d'ailleurs dans quelques semaines pour voir ce que ça a pu donner et quel est le gain ou pas de ce type de solution. Faut voir que c'est une solution qui n'est pas non plus une solution miracle. Il y a un vrai intérêt à réduire la pollution à la source. Quand il faut traiter un nombre de stations de métro très important. Et il y a aussi des enjeux en termes d'efficacité et d'innocuité sur ces appareils-là qui sont assez importants. Et donc, si on les met en place, il faut vraiment bien les évaluer et bien les évaluer dans des conditions réelles, parce qu'on sait qu'en plus que ce type d'appareil peut créer ce qu'on appelle des zones mortes. Donc, il y a des vraies études à faire en termes d'ingénierie avant de les implanter pour qu'ils soient bien efficaces. Ouais. Revenons et pour quelques minutes à la voiture. On parlait d'hydrogène, Marc, tout à l'heure, Marc Tessier d'Orfeuille avec vous. C'est vrai que le problème de l'hydrogène, c'est que pour l'instant, ça coûte cher. Est-ce qu'il faut faire des efforts supplémentaires et investir dans l'hydrogène tout simplement parce que à long terme finalement ça va revenir beaucoup moins cher ces voitures à hydrogène? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? D'abord, il faut rappeler que la voiture à hydrogène, c'est une voiture avec un moteur électrique. Oui. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est de l'hydrogène thermique, ça reviendra peut-être. Mais ça, aujourd'hui, de l'hydrogène, c'est un moteur électrique sur lequel on met en fait une pile à combustible qui va permettre d'aller loin. Donc l'hydrogène n'est rien d'autre mieux qu'une batterie qui permet de faire 600-700 km. Donc vous avez raison de dire... Et c'est propre. Et c'est propre, et c'est zéro particules. Mais la question, c'est déjà de le produire. Donc, il y a de plus en plus de collectivités qui se sont mis quand même dans des appels à manifestation d'intérêt pour de l'hydrogène. La ville d'Auxerre est en train d'installer énormément de bus à hydrogène. Et demain, il faut mutualiser et des pompes pour les bus et des pompes pour les voitures. Parce qu'en effet, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, l'électrique, il est parfait en termes de particules. Mais si, à l'arrivée, sans vouloir embêter nos amis allemands, mais on produit l'électricité avec du charbon, en fait, on roule au charbon. Il faut appeler un chat un chat. Donc, il faut aussi regarder comment se passe la production en amont. Donc, chez nous, il y a le nucléaire. À une époque, il y avait énormément de débats. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'y en a plus, puisqu'on nous annonce 5 à 10 ouvertures de centrales. Et je n'ai pas vu de manifestation pour le moment sur le terrain. Donc, oui, le nucléaire a été sauvé par le débat sur le CO2, parce qu'en effet, ce n'est pas carboné, ça c'est une certitude. Le sujet des déchets à enfouir demain est aussi un sujet qu'il faut regarder. J'ai entendu Pierre parler tout à l'heure des batteries. Bah oui, j'ai été traité de criminel contre l'humanité parce que je défendais la voiture électrique, parce qu'on allait enterrer des batteries pendant 10 millions d'années sous terre. Donc bien sûr que tous ces projets, tous ces sujets alors sur ça, c'est vrai que beaucoup se posent la question. C'est vrai qu'on entend beaucoup de Français dire oui, c'est la solution, mais attention à ne pas décider sur une autre pollution. Nous avons aujourd'hui une entreprise dans l'Aveyron. On peut aujourd'hui démanteler des batteries et récupérer l'ensemble des matériaux rares pour les recycler. Vous savez, c'est comme l'aluminium. Plus on le récupère, moins on va l'extraire. Pour les batteries, ça sera la même chose. Une fois qu'on aura un parc, si on peut récupérer à l'intérieur des batteries usagées l'ensemble des matériaux pour reconstituer et pas aller les chercher en terre rare, on sera producteur nous-mêmes de nos propres matériaux. Vous êtes rassuré, Pierre Pernaut? Alors, c'est pas mon sujet de compétence, mais ça m'inspire juste une réflexion, et on le voit aussi avec la question du trafic et du véhicule. Quand on travaille sur des questions d'environnement, on n'a jamais de solution de miracle. Et il faut toujours être dans une position d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a
une autre solution qui arrive. Et il faut être vigilant avec ça, mettre en place aussi des systèmes d'évaluation. Je vais juste vous citer un exemple. Avant, vous saviez qu'on avait du plomb dans l'essence, on avait des niveaux de plomb dans l'air qui étaient très 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 forts, notamment sur Paris. On a enlevé le plomb dans l'essence, on a mis du benzène, on a eu des niveaux de benzène très 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 forts dans l'air sur Paris. Donc après, on a débenzénifié l'essence. Donc c'est toujours important aussi d'avoir un thermomètre pour pouvoir voir finalement quelles sont les conséquences sur l'environnement de telle ou telle nouvelle solution, pour pouvoir avoir cette vision et savoir si on va dans le bon sens. Bon, on va revenir dans quelques minutes, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Tony Renici, vous restez avec nous. Tony, Pierre Pernaut, Marc Tessier d'Orfeuille. On sera rejoint dans quelques minutes par Fanny Mietliki, elle est présidente de Bruit Paris. Bah oui, on parle de pollution depuis 19h25. Il sera question cette fois de pollution sonore. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobility TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. Tony Renici qui est avec nous, directeur de l'association Respire. Pierre Pernaut, ingénieur chez Airparif. Et Marc Tessier d'Orfeuille, organisateur des rencontres internationales du véhicule électrique. Alors je vous propose tout de suite d'accueillir Fanny Mietliki qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Fanny Mietliki, directrice de Bruit Paris. On va parler avec vous de pollution sonore. Qu'est-ce que c'est exactement la pollution sonore? C'est le bruit des voitures, des avions, des trains qui passent non loin des habitations, par exemple, et qui pourrissent la vie de certains Français, Fanny. Oui, tout à fait. Le bruit, c'est une pollution dont on parle un petit peu moins que la pollution atmosphérique. Oui. Avait abordé avant, mais néanmoins qui a également des enjeux qui représentent aussi un enjeu important pour la santé. L'OMS classe même le bruit maintenant comme le deuxième facteur environnemental qui a le plus de conséquences sur la santé en ville au niveau européen. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation qui monte en puissance. On estime qu'on a une population, par exemple en Île-de-France, qui est très concernée par les problématiques de bruit des transports, puisqu'on est à 80% des Franciliens qui dépassent les recommandations de l'OMS pour le bruit. On a même 12,5% d'entre eux qui sont au-dessus des valeurs limites réglementaires. Donc c'est un enjeu qui est très fort. C'est en effet le bruit du trafic routier, du trafic ferroviaire, du trafic aérien principalement. C'est la source de conséquences sanitaires sont les bruits des transports, à peu près pour 62% des causes. Mais il y a aussi tout ce qui est problématique qui est un petit peu autre de bruit de voisinage, de bruit de comportement, qui reviennent aussi fortement dans les gènes cités par les populations. Et souvent, c'est un petit peu le mix des deux, parce que quand on travaille sur le bruit du trafic routier, c'est certes le bruit de roulement, le bruit des moteurs, mais il y a aussi beaucoup de comportements inciviques qui sont générateurs de bruit, dans sur-régime ou avec des véhicules trafiqués. Ceux qui klaxonnent pour rien, par exemple, ceux qui accélèrent trop vite. Selon un rapport de Bruit Paris, ces nuisances sonores ont des conséquences directes sur la santé. Quelles conséquences, par exemple, impact sur l'audition, cela va de soi, mais quelles sont les autres conséquences? En fait, toutes les problématiques des bruits des transports dans l'environnement, c'est plutôt des effets qu'on qualifie d'effets extra-auditifs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas toucher directement l'audition, mais ils vont par contre avoir des conséquences sur la santé sur le long terme. Alors ça passe en général par notamment les troubles du sommeil et également les effets en fait du bruit qui est un stresseur, en fait c'est un facteur de stress et donc qui agit sur le système cardiovasculaire. En fait à chaque fois que vous êtes soumis à du bruit, votre système cardiovasculaire, il y a une élévation du rythme cardiaque, il y a une élévation de la pression artérielle et tout ça si ça se perdure dans le temps et que vous en plus vous dormez mal à cause du bruit, vous pouvez développer des maladies cardiovasculaires liées en partie au bruit. Parce qu'évidemment, c'est jamais le seul facteur qui cause un infarctus du myocarde. On a bien d'autres facteurs de stress mais ça participe à la survenue de pathologies cardiovasculaires, voire même métaboliques, puisque ça a des conséquences aussi sur le métabolisme, notamment lorsqu'on dort mal la nuit. Alors ici, autour de cette table, on vit tous dans une grande ville. Est-ce que vous êtes impacté par la pollution sonore? Tiens, Marc Tessier d'Orfeuille. Alors, moi, j'ai mes bureaux... Est-ce que ça vous parle, tout ce que nous dit Fanny? J'ai des bureaux en premier étage, moi sur cour, mais une partie de mes salariés sur rue. Et en effet, l'été, on ne peut pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a du bruit. Donc oui, le bruit dans les grandes villes
quand on n'est pas dans des tours à la Défense et quand on est au cœur de ville, peut poser problème au quotidien. Tony Renucci, Pierre Pernaut. Alors, Tony. Oui, déjà concerné en tant que riverain par le bruit et surtout, enfin nous en plus c'est aussi un combat. Alors pas le bruit en tant que tel, mais notamment on parlait des 2 roues tout à l'heure, la pollution atmosphérique pour nous et puis aussi sonore liée aux 2 roues motorisées, notamment ceux qui sont débridés, donc ceux qu'on trafique pour augmenter leur performance, sont une vraie source de nuisance pour tout le monde et c'est aussi quelque chose d'ailleurs qu'on attaque beaucoup, nous, avec l'association. Sur ce concept de pollution sonore ? Alors, pas sur le concept de pollution sonore, mais sur la pollution issue des 2 roues. Pierre Pernaut. Alors moi, à titre personnel, j'ai la chance d'habiter au 6e étage sans ascenseur, donc je suis un peu au-dessus du bruit de la rue. Mais pour vous répondre par rapport à AirParif, on a la chance aussi de travailler avec BruitParif pour fournir aux collectivités des cartes croisées, bruit et qualité de l'air, pour qu'ils aient justement une vision globale de ces nuisances et qu'ils identifient bien aussi les zones à enjeu pour les... D'accord, quels sont les endroits où il y a le moins de bruit, on respire le mieux. Voilà, ou malheureusement, quels sont les endroits ou l'inverse, évidemment, ou l'inverse. Fanny Mietliki, alors quelles sont les solutions à cette pollution sonore ? Alors il y a ces fameux radars sonores qui sont installés, il y en a eu quelques-uns qui ont été installés à Paris. C'est efficace ? Oui, on commence une expérimentation au niveau national sur mise en place de radars sonores. Donc le but, c'est de sanctionner les comportements les plus inciviques en matière de bruit sur la route. Donc c'est en effet les scooters débridés, des motos dont la chicane du pot d'échappement va être enlevé, ou les conduites en sur-régime volontaire avec des véhicules parfois tunés et autres. Donc c'est vraiment ça qui est visé par les radars sonores. Mais au-delà de cet aspect plus de travail sur les comportements, il y a aussi des solutions plus techniques qui peuvent être mises en œuvre pour diminuer le bruit de la circulation routière. Ça passe notamment par des revêtements de chaussées qui ont des propriétés d'absorption du bruit de roulement. Il y a également évidemment toutes les actions qui vont dans le bon sens, en général pour la pollution de l'air, vont dans le bon sens aussi pour diminuer le bruit, que ce soit l'apaisement des vitesses de circulation ou le fait évidemment d'encourager de commuter sur d'autres modes que la voiture. Tout ça va dans le même sens. Les véhicules électriques, ça fait en effet moins de bruit que les mécaniques, mais néanmoins, un petit peu pareil que pour la pollution atmosphérique, il reste quand même le bruit de roulement. Donc les véhicules continuent à rouler. Donc le bruit en ville, il est le résultat de 2 types de bruit, le bruit de roulement et le bruit des moteurs. Évidemment, en ville, quand on roule pas vite, c'est le bruit de moteur qui l'emporte. Et donc là, c'est très intéressant de commuter sur des véhicules électriques. Alors Marc Tessier-Dorfeuille, c'est vrai que si on fait rouler une centaine de voitures électriques, il y aura beaucoup moins de bruit que sans voiture thermique. C'est considérable. De toute façon, on n'entend pas les voitures électriques. Par contre, je vous entends. C'est d'ailleurs le reproche qu'on fait souvent aux voitures électriques, c'est qu'on les entend pas parfois. Par contre, une voiture électrique a aussi un klaxon. Moi, je vais être très clair. Je pense qu'il ne serait pas absurde dans les années qui viennent d'interdire les klaxons. Sauf, bien sûr, parce que quelqu'un arrive, ne regarde pas et pourrait traverser ou se faire renverser, klaxonner pour prévenir. Mais le klaxon au milieu d'un embouteillage, dans une rue où il y a quelqu'un qui est au bout parce qu'on est en train de faire une livraison et tout le monde klaxonne, mais ça, c'est alors on aurait des amendes, par exemple ? Eh bien, pourquoi pas ? C'est un comportement qui est tout à fait, je trouve... Il y a des vieux, il y a des enfants qui dorment, il y a des crèches à côté, il y a des écoles, et tout le monde a le droit de klaxonner parce que quelqu'un livre. Non, c'est pas possible. Je suis désolé, ça, c'est des problèmes de comportement. Moi, je ne serais pas choqué si un jour on interdit ce type de klaxon-là. Sauf exception, parce qu'il y a nécessité à le faire. Fanny Mietliki, alors on parle de la voiture électrique, mais vous parliez aussi... de réadapter les chaussées, par exemple, ça coûte de l'argent. C'est compliqué à faire. Oui, alors ça coûte de l'argent, mais c'est le chiffrage, c'est à peu près 20% de plus qu'un revêtement de chaussée classique, donc c'est pas non plus rédhibitoire comme solution, et ça améliore grandement ça permet de diminuer grandement le bruit de roulement. Donc c'est surtout efficace évidemment pour les infrastructures où on roule quand même au-dessus de 50 km/h, donc plutôt autoroute ou nationale. Mais il y a quand même des premiers tests qui sont faits avec des revêtements acoustiques qui fonctionnent aussi en la ville de Paris est en train de tester ça dans le cadre d'un projet européen, et on obtient des résultats qui permettent de réduire un petit peu le bruit, même en ville, à des vitesses de circulation faibles. Vous avez dévoilé, BruitParif, votre prototype de radar sonore ? Oui.
D'accord. Ce sont ces prototypes-là qui font partie des radars qui ont été installés un petit peu partout en France ou pas du tout? Oui, en fait, il y a 7 collectivités qui ont été retenues pour expérimenter des radars sonores. Il y a 3 fabricants qui déploient donc leurs prototypes au sein des 7 villes. Et donc, Bruit Paris fait partie de ces 3 fabricants. Et voilà, on teste donc nous sur Paris et puis également en banlieue parisienne à Villeneuve-le-Roi et en Vallée de Chevreuse. Voilà. Très bien. L'idée, comment vous imaginez ces radars sonores? L'idée, c'est d'en déployer de plus en plus? Alors là, on est dans une phase d'expérimentation. Hein, ça va durer sur 2022 sans verbalisation et en 2023 avec verbalisation. Il y aura 2 phases. Et puis, si les résultats sont positifs, c'est-à-dire si les systèmes fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de faux positifs, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas des amendes à tort à des personnes qui auraient un véhicule qui respecte les normes. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait être généralisé. Ce serait à la charge des collectivités locales en fait de déployer ces systèmes sur les axes qui leur semblent les plus pertinents pour lutter contre ce phénomène d'incivisme en fait au volant ou en moto. Voilà. Par curiosité, elle est de combien la contravention, Fanny? Elle sera de 135 €. D'accord. J'allais dire contravention classique, 135 €. Merci à vous Fanny Mietliki, directrice de Bruit Paris. J'aimerais remercier Tony Renucci, directeur de l'association Respire, Pierre Pernaut, ingénieur chez Air Paris, et Marc Tessier d'Orfeuille, organisateur des rencontres internationales du véhicule électrique. Les prochaines, le 28 juin prochain, mais c'est véhicules écologiques. Véhicules écologiques. Merci à vous 3. Merci Fanny. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec le Loft Music, Yvan Cujous, qui reçoit ce soir No Jazz. À tout de suite.